Great. Good morning again. Alors désolé, nous sommes en retard, mais il fallait s'occuper d'un petit problème technique. Nous allons pouvoir maintenant retransmettre en vidéo jusqu'à demain soir nos réunions, et c'est vraiment quelque chose de très positif pour les gens qui se sont enregistrés en ligne. Et pour les statistiques, pour la participation physique, nous avons 400 personnes et il a fallu clore les enregistrements pour participer plus de 2 semaines à l'avance. Donc nous allons maintenant commencer cette troisième session et le titre est donc le support de connaissances pour l'AEM à travers de nouveaux outils et des outils d'analyse. Et donc nous avons de très bons participants avec Katrina Marine-Bouchard. Et donc la rapporteuse sera donc Karima Khalil, qui est donc enseignante à l'Institut supérieur de technologie d'Essaouira, et nous avons d'excellents participants. Tout le monde sera présent physiquement, sauf une seule personne. Il y a Pascal Toya, qui est donc qui est membre de l'Institut kényan de marine et de pêche et de recherche sur la marine et la pêche. Il y a aussi Kira Guy, qui nous vient d'Allemagne. Nous avons aussi Dan Hikuroa, qui vient de l'université Waipapa Tumata University de Auckland. Nous allons voir quelle heure il est en Nouvelle-Zélande. J'espère qu'il sera toujours connecté avec nous. Nous avons aussi avec nous physiquement Andrei Abramic, qui vient donc de l'université de Las Palmas de Gran Canaria d'Espagne. Nous avons aussi Nicolas Bassan, qui est un représentant des Nations Unies sur le programme de l'environnement, pour l'environnement, et aussi Tila Tillman, ministre de l'Environnement de Finlande. Et nous allons donc pouvoir ouvrir cette troisième session. Et avant d'inviter qui que ce soit, je vais vous parler de Slido. Est-ce que vous avez déjà utilisé Slido dans le passé? Oui. Alors, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, il va falloir prendre vos téléphones et vous connecter à cette page Slido. Je vais vous demander de le faire maintenant en même temps, puisque sinon vous ne vous rappellerez pas si vous devez le faire plus tard. On va vous demander un code. Donc le code est donc dièse MSP en majuscule, conférence en minuscule 2022. N'hésitez pas à prendre une photo de l'écran si vous voulez vous en rappeler plus tard. Et vous pourrez donc publier vos questions. Et à la fin des sessions, les questions qui ont été, qui seront les plus populaires, seront celles qui seront posées aux participants. Et donc je vais inviter maintenant ma collègue modératrice, Katrina Angusha, qui va donc nous présenter cette session. Merci beaucoup. Je suis honoré d'être ici avec vous pour cette session et d'être la modératrice. J'aimerais vous parler du forum MSP que nous avons participé. Nous avons parlé de beaucoup de sujets, de la feuille de route commune qui a été mentionnée plus tôt par le commissaire européen. Et donc aujourd'hui, on va parler donc des connaissances et du soutien aux connaissances, et c'est quelque chose d'absolument transversal. Et nous avons d'éminents collègues. Et chacun va vous présenter en 5 minutes leur domaine de spécificité. Et donc, qu'est-ce
qu'est-ce que c'est donc que le soutien aux connaissances et quelles sont les priorités? Eh bien, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de développer l'AEM, et ça fait partie d'une boîte à outils. Et simplement pour vous donner un petit peu d'historique sur les résultats de nos discussions d'hier. Et donc, je vais simplement vous résumer les recommandations sur les problématiques qui ont été identifiées dans nos discussions. L'une des questions sur lesquelles nous avons débattu était liée aux outils de l'aménagement de l'espace maritime et l'efficacité avec laquelle ils sont utilisés. Et nous nous sommes rendus compte que beaucoup de pays, qui étaient d'ailleurs largement représentés, la plupart des pays avaient des outils géoportuaires. Et donc il y avait des points communs entre différents pays. Il y avait donc deux recommandations pour cette discussion. La première chose, c'était déjà du besoin de partager des méthodologies et avoir un mécanisme qui nous permette de le faire. Et la deuxième recommandation, qui est revenu dans différents domaines sur la mise en place de l'AEM, c'était le besoin d'un réseau avec un mécanisme pour pouvoir parler des standards juridiques et du cadre juridique, etc. Et il y a un autre thème dont on a parlé, c'est l'accessibilité aux données, aux informations et à la connaissance. Les planificateurs ont accès à certains types d'informations, mais il y a différents niveaux d'accessibilité aux données. Il y a le côté professionnel. Donc pour les professionnels, en général, ils ont accès. En général, ils ont la formation nécessaire. Et ensuite, il y a aussi le public, et eux, en général, n'ont pas accès aux informations. Et ensuite, pour l'accès aux connaissances autochtones, ça c'est aussi quelque chose de très important. Et on a aussi évoqué des formes alternatives de connaissances. Par exemple, ça peut être des photos, ça peut être aussi l'accès aux données, à travers des données géoportuaires, puis il y a aussi la formation et les consultations publiques. Nous avons identifié comme étant des éléments très importants pour les bases de connaissances. Nous avons aussi parlé hier, nous avons parlé des interfaces nécessaires et des idéaux que nous souhaitions, des priorités que nous souhaitions mettre en place de façon idéale. Et évidemment, ça a pris des mois d'arriver à parler de... On pourrait passer des mois à parler de tout ça, mais ce qui est important, c'est d'arriver à travailler de façon complètement interdisciplinaire pour nous permettre d'arriver à mettre en place et obtenir des résultats. Il faut que nous ayons une coopération à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau de la prise de décision, mais aussi par rapport au public de façon générale. Et un autre élément que je souhaitais mettre en avant, c'est qu'il y a eu une présentation sur l'espace maritime, l'aménagement de l'espace maritime. Il y a des recommandations que nous pouvons en retirer. Il y a 6 étapes. C'est d'abord se connaître, voilà, le réseau. C'est très important au sein de ce genre d'événements. Les systèmes de planification, la terminologie, le fait de partager les données, résoudre les problématiques en commun et travailler de façon conjointe, la collaboration. Et
enfin, si ça fonctionne, l'institutionnalisation, et ce que je veux dire, c'est de travailler par exemple avec des groupes de développement. Voilà pour les 5 minutes que j'avais à vous partager, et je vais vous laisser, donc là, je vais laisser la parole à mes collègues. Okay. Oui, vous m'entendez bien. Ok, d'accord. Eh bien, d'abord, nous avons Pascal Toya. So Pascal is a researcher. Pascal est un chercheur scientifique à l'Institut de recherche du Kenya. Il a un doctorat en gestion de système maritime. Il s'est concentré sur le secteur pêché. Il a enquêté sur l'économie bleue dans l'océan Indien. Pascal, vous avez la parole, 5 minutes, sur cette connaissance scientifique naturelle nécessaire pour renforcer les aménagements de l'espace maritime. Oui, c'est bien moi, c'est une bonne introduction. Je vais vous parler de ces connaissances scientifiques naturelles nécessaires pour renforcer le MSP. C'est un large sujet. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester dans les temps, mais je vais faire de mon mieux. Lorsque nous parlons, nous disons pourquoi natural scientific knowledge. Cette connaissance scientifique, eh bien, pour l'aménagement de l'espace maritime, je vais vous parler de l'espace biomarin en Afrique. Ces plans d'aménagement sont appuyés par des outils pour renforcer l'économie bleue. Tout le monde se penche sur le développement des océans. La plupart des secteurs économiques dépendent du capital naturel. Pour nous, c'est permettre pour faire avancer ces secteurs de l'économie bleue. Nous avons besoin de données scientifiques pour cela. Voici des chiffres de ces rapports qui se penchaient sur le secteur de l'économie bleue et la projection jusqu'en 2063. Les secteurs qui ont un grand potentiel pour la région sont ceux qui dépendent du capital naturel. C'est le tourisme côtier, les zones de pêche, les marchés à faible émission de carbone, etc. Pour élargir ces secteurs de l'économie bleue qui dépendent du capital naturel, eh bien, évidemment, la connaissance donc est souhaitée et souhaitable également. Les investissements qui vont mener à l'éducation et à l'éducation sont absolument cruciaux, bien que pour une part nous attendons de développer donc cela basé sur le capital naturel. D'autre part, nous ne voulons pas investir en connaissances scientifiques. Eh bien, comment matcher ces deux besoins? Cet aménagement de l'espace maritime dépend de connaissances scientifiques pour de nombreuses raisons. Il y a le besoin d'atteindre un bon statut environnemental. Il faut avoir des données scientifiques qui aient fait leurs preuves. Nous voulons avoir cette connaissance pour l'utiliser en faveur de la protection des zones d'importance nationale. Et comme je disais, nous avons besoin d'avoir ces connaissances. Nous sommes à présent dans une situation où confluent de nombreux challenges tels que le changement climatique et donc ajouter quelque chose de plus, eh bien, fait que cela s'avère plus complexe. Cependant,
Nous avons besoin de disposer de toutes ces données pour que le plan d'aménagement de l'espace maritime soit positif. Ce que je vous montre, c'est un exemple de la distribution des espèces dans la région sur la carte inférieure. Dans mon travail de doctorat, j'ai vu ces cartes. Dans le cas des cartes que je projette, c'est l'activité de pêche et les espèces marines, n'est-ce pas? Et avec cela, on essaye d'apporter des données. Mais il faut encore concrétiser et il y a quand même certains moments de difficulté. Cependant, malgré ces challenges, on peut profiter de cette opportunité pour continuer de travailler, pour élargir la connaissance scientifique grâce à la technologie dont nous disposons, telle que l'identification d'animaux ou d'espèces. Et aussi, nous pouvons continuer d'encourager des politiques qui nous permettent de partager des données entre les diverses organisations, parce qu'il y a des données auxquelles on ne peut pas avoir accès. Aussi, on peut profiter de techniques de modelage qui vont nous permettre de combler ces écarts ou ces manques que nous avons dans de nombreux endroits. J'espère avoir bien profité de mes 5 minutes et peut-être ensuite, lors de la session de questions et réponses, on répondra donc à vos doutes. Thank you very much, Merci Pascal. beaucoup, Pascal. Nous aurons des questions. Nous allons les réserver pour ensuite. Maintenant, on va passer à Kira. Kira va nous parler des aspects sociaux. La docteure Kira Guy, elle a une expérience de 20 ans dans le domaine des ICZM. Elle a travaillé d'abord dans la mer Baltique et dans les zones atlantiques. Elle s'est penchée sur de nombreux projets d'aménagement, donc dans la Baltique, et elle est co-auteure de nombreux documents sur l'aménagement de l'espace maritime. Le travail académique a été très important pour elle, où elle a enquêté sur les perceptions par rapport aux océans, les perceptions donc des différentes collectivités. Elle est membre du Marine Special Planning Team et au conseil donc allemand, donc des autorités maritimes. Merci. Oui, d'accord. C'est difficile, c'est un grand challenge de parler de sciences sociales en 5 minutes, mais en tout cas, elles sont très très importantes pour les MSP, pour ces aménagements. En sciences sociales, il y a de nombreux domaines de disciplines. En fait, il y a plusieurs disciplines qui s'enchevêtrent. Elles ont toutes trait aux êtres humains. Nous nous comportons en tant qu'individus et par groupe, en tant que société. Nous sommes reliés à la mer, aux océans. Il y a des questions économiques, mais l'aménagement, c'est une science sociale aussi. Je tiens à dire que la science sociale devrait comprendre les humanités, donc l'humanisme en fait. Tout ce que nous expliquons donc en tant qu'être humain est en rapport avec la main. Le lien des aménagements des espaces maritimes aux sciences est clair, c'est avoir un bon plan, qu'il soit effectif, avoir un bon plan avec plusieurs objectifs. Aussi, il faut différentes capacités, ces plans que nous élaborons, toutes sortes de savoirs auxquels les sciences sociales peuvent contribuer. Je partage quelques exemples. Le premier, les personnes et les mères au milieu, c'est nous en tant qu'individus et en tant que groupe. Et comment nous percevons notre espace
d'aménagement. Quel est notre rapport à la nature, à l'océan et comment nous nous comportons et quelle est l'influence que nous avons sur cet espace. Il s'agit d'étudier, de voir les croyances, les valeurs lorsqu'il s'agit de gérer les mers et les océans. C'est la question de ces mécanismes, comment nous prenons les décisions, comment décider ce qui est le plus important, ce qu'il faut choisir pour le futur de la mer, des océans. Aussi, pour faire un peu plus de zoom, voir le niveau de la société en tant que telle, nous avons les sciences sociales qui nous aident à comprendre les lois et les réglementations dans les institutions, les groupes, les interactions, les grands intérêts qui sont impliqués dans tous ces mécanismes et aussi les groupes vulnérables. Il y a les rapports sociaux, l'histoire de MC Fairing, par exemple, l'importance du port de Barcelone que nous avons déjà vu dans le passé. La perception du port a changé chez les citoyens de Barcelone qui tournaient le dos à la mer auparavant. Les relations de pouvoir sont très importantes. Quelques groupes sont plus forts, ont plus de puissance que d'autres, et aussi une question très importante qui devient de plus importante, c'est une distribution juste, donc entre les plans d'aménagement pour que tous et chacun profitent au mieux de l'utilisation de la mer, de ses ressources. Les sciences sociales sont très importantes pour le design de processus, la participation aussi, tous ces mots-clés que vous voyez tels que la transformation, l'apprentissage mutuel, la communication, le caractère, les approches transdisciplinaires, comment les mettre toutes à bord pour mettre en place nos plans et les évaluer également. J'ai peut-être parlé plus que 5 minutes, mais en tout cas, le dernier slide, nous essayons de résumer mon message clé à emporter. Nous ne pouvons pas faire de plan d'aménagement sans les sciences sociales. C'est très important d'utiliser les sciences sociales pour réfléchir de manière critique à ce que nous faisons et voir ce que nous pouvons faire mieux en ce qui concerne les résultats des plans et les processus. Les sciences sociales sont essentielles pour penser au développement durable en tant que tout et aussi pour faire des processus de co-design pour mettre à bord les différents groupes et les faire parler. C'est vrai que cela peut prendre beaucoup de temps, c'est vrai tout cela, mais en tout cas, les sciences sociales sont très importantes lorsqu'il s'agit d'évaluer ces plans d'aménagement et leurs résultats dans le contexte actuel où de nombreux pays ont fait leurs plans, les mettent en place et maintenant il est temps de voir, d'évaluer donc leurs résultats. Merci beaucoup. Les sciences sociales, une fois de plus, ce sont la réponse. Je vous remercie. Thank you very much, Kira. Merci beaucoup, Kira. C'était très bien. Maintenant, nous allons passer à la Nouvelle-Zélande. Nous avons Jan Hikojowa en ligne. Okay. Oui. Est-ce que vous nous entendez? Hello. Hello. Welcome to Barcelona. Bonjour. So Dan, just to give you a little background to Dan. Is the sound okay? Pour le son, est-ce que c'est bon? Vous nous recevez bien? Oui? D'accord. Employs Earth systems and environmental humanities approaches in his... Il emploie son approche à l'université de Auckland. Il est un des experts mondiaux pour matérialiser. Il est ambassadeur, il est commissaire de l'UNESCO. Il a un rôle clé dans le secteur de la recherche et de la science de la Nouvelle-Zélande.
Il réimagine les rapports grâce aux océans et aux mers. C'est la durabilité, y compris la mise à bord la participation des communautés indigènes. Nous lui passons la parole. Est-ce que vous nous entendez? La législation, le cadre d'évaluation. Eh bien, nous attendons votre présentation. Dan, vous avez la parole. Il est maintenant 11h30. Oui, est-ce qu'on peut voir le slide suivant? Oui, ces connaissances et comment nous pouvons les utiliser pour les plans d'aménagement de l'espace maritime. Certains d'entre vous, avaient interagi avec ces connaissances autochtones et de manière importante, il est important de tenir compte de ce que nous apportent ces connaissances autochtones. Ils nous apportent de la culture, des valeurs, des points de vue différents. C'est pour cela qu'il y a ces éléments différents par rapport à ce que nous avons utilisé traditionnellement dans le passé. Comprendre cette vision globale, c'est quelque chose de crucial pour pouvoir concevoir donc ces plans d'aménagement. Il est important de voir à quel point ou comment les différentes personnes comprennent le monde et l'appréhendent de manière différente. Le monde, c'est ce que nous entendons comme quelque chose de possible. Et j'ai essayé d'avoir une présentation interactive, mais je suis à l'autre bout du monde. C'est quelque chose qu'il y a au milieu. Je dirais que c'est un système d'autres personnes peuvent c'est nous qui nous permettent de voir les choses de manière différente. Il est important de souligner, cependant, nous avons perdu, oui, on avait perdu le son. Il y a une série de questions. Tout ceci n'inclut pas cela. C'est les manières de faire cela, de connaître. C'est ce que nous aimons, nous tenons à partager avec d'autres. C'était recentrer cela pour redonner la force et la vie aux océans. Le groupe de travail des parties prenantes, on leur a demandé d'être la voix du Golfe parce que en Nouvelle-Zélande, nous avons une personnalité juridique. Nous avons conféré une personnalité juridique aux forêts, en montagne, aux océans. Dans notre conception, comment nous transmettons la voix donc de la nature. Un slide de plus. Voilà. Utiliser donc les connaissances autochtones pour les plans d'aménagement de l'espace maritime. C'est ce que nous avons développé côte à côte avec les autorités. Nous voulions avoir des connaissances fiables. Ce que nous avons découvert, c'est qu'il y a beaucoup plus de connaissances autochtones qui sont aussi donc fiables que les canaux officiels. Les challenges,
consiste à essayer de comprendre ces connaissances. Souvent, elles sont codifiées de manière qui empêche ou qui rend difficile leur décodage. Il faut comprendre ces connaissances donc des indigènes. Nous avons essayé, nous avons commencé à co-designer toutes ces connaissances parce que l'aménagement de l'espace maritime, nous en sommes tous responsables. Il n'y a pas que le savoir standard, évidemment, qui doit être mis à profit. Merci beaucoup. Merci pour cet aperçu si intéressant. Les sciences naturelles, les sciences sociales, le savoir autochtone. Je pense que, Dan, vous avez parlé des plateformes de savoir et les utiliser pour les évidences. C'est bien. Ceci nous mène à la prochaine présentation d'André qui va nous parler. Juste pour le présenter, il est à ICO Aqua à l'université de Las Palmas et il travaille sur de nombreux projets en tant que chercheur, coordinateur, chercheur. Il a réalisé des monitorages, des évaluations de ces plans d'aménagement de l'espace maritime. Il a préalablement travaillé au centre de recherche à la Commission européenne en Italie, à l'Université Polytechnique de Valencia en Espagne et à l'Université de Campinas au Brésil. Il a aussi travaillé dans le secteur privé depuis 2020. Il est coprésident du groupe d'experts techniques sur les données d'aménagement de l'espace maritime sous l'égide de DG Mare de la Commission européenne. Je vous passe la parole, André. Merci. Merci pour cette bonne introduction. Merci de me donner l'opportunité de présenter ce potentiel. Donc, pour les plans d'aménagement des espaces maritimes, après ces 10 années de projets, nous avons développé ces projets à l'échelle nationale. Nous avons vu que nous avons besoin de développer ces process, de comprendre quels sont les statuts les états de conservation des zones marines, les paramètres océanographiques reliés au changement climatique et quels sont les conflits potentiels avec les activités côtières et maritimes et terrestres. Comment cette situation est appliquée sur le terrain et qui a les compétences dans le développement de ces données. Nous devons développer ces données pour développer les plans, ces analyses qui nous donnent des informations et qui nous permettent de prendre des décisions. Donc pour cela, nous devons faire la collecte de données. C'est un processus difficile souvent. Il y a des problèmes avec les données non standardisées, non harmonisées. Et nous avons parlé beaucoup de cela, de ces données non harmonisées. Nous avons commencé à nous poser la question, est-ce qu'ils doivent être harmonisés? Nous sommes posé cette question en 2019. Nous allons pouvoir mettre toutes ces données ensemble. Nous allons pouvoir voir si les activités sont cohérentes au sein du plan. Cette question a été développée par le groupe établi en 2020, ce groupe d'experts techniques pour développer ces solutions pour le développement de ces plans d'aménagement de l'espace maritime harmonisés. Il y avait deux solutions opérationnelles. La carte de départ développée sur un modèle central et le deuxième sur le MARSP,
MSP Inspired Model. Les deux modèles standards étaient bons, c'était difficile de comprendre lequel il faudrait retenir. À présent, les solutions, tant qu'elles sont venues par l'équipe technique, et nous avons développé un modèle hybride qui commence à partir de MSP, des plans d'aménagement. Il comprend tout ce qui était dans les modèles de base et nous avons mis au-dessus donc ces arguments opérationnels, ces outils opérationnels. C'est la solution que nous avons retenue, ce système hybride. Sur les plans préalables, il pouvait être inclus ou à l'envers, ça devait être inclus sur le modèle hybride. Ceci était inclus sur les recommandations que le groupe d'experts a données l'année dernière. C'est développé et harmonisé ces données où nous pouvons trouver davantage d'informations sur ces trois modèles. Le développement des plans d'aménagement de l'espace maritime ont commencé l'année dernière. Vous pouvez trouver les plans de l'Allemagne, de la Belgique, de la Pologne, de la Lettonie, la Finlande, etc. Ils suivent tous le même modèle ou standard de données. Nous pouvons voir quel pays donc on a et où on a délimité les zones de pêche, les industries de pêche pour le transport maritime. Quelles sont les zones désignées pour les éoliennes en mer, pour les plans de conservation et d'autres types d'activités. Je crois que c'est un grand succès pour les communautés MSP. C'est un succès, mais pas uniquement que nous pouvons mettre ces données sur la table pour pouvoir les analyser à travers ces plans et les utiliser. Ce qui est très important aussi, c'est la réplicabilité de ces analyses. Ceci veut dire que toute analyse basée sur ces standards de MSP peuvent être répliquées facilement sur les données suivies par les standards à l'échelle nationale, régionale ou même européenne. Juste pour vous expliquer, je sais que ce n'est pas facile de comprendre. Nous avons développé en 2018 ce modèle en 2018 qui est symbolique. À cet égard, nous l'avons appliqué pour ce plan Madeira et aussi pour plusieurs ce symbole que nous avons développé il y a 2 ans. On s'est dit, pourquoi ne pas le mettre sur les données de MSP parce que nous suivons le même modèle. Regardez un petit peu cela. Ceci nous a pris 30 minutes. Nous avons suivi le standard. Ce n'était pas compliqué. C'est un assez bon travail. Ce n'est pas quelque chose que nous voudrions montrer ici, développé par l'Institut espagnol de scénographie. C'est une tâche assez difficile. Il y a de nombreuses activités qui se recouvrent. L'idée est de montrer ce qu'il se passe lorsque nous suivons les standards et que nous pouvons donc, si nous suivons les standards, nous pouvons réutiliser les outils et les applications des différents plans. C'est le concept que nous appliquons maintenant lorsque nous faisons une proposition pour le projet REMAP, cofinancé par les fonds d'agriculture et de zones pêchères. Nous avons 8 partenaires, 3 études de cas et un cadre de travail technique. Nous développons des analyses modulaires simplifiées qui vont être basées sur des standards. Et ces standards, ces 11 analyses que nous avons développées vont être facilement répliquées sur tout et chaque plan d'aménagement de l'espace maritime. Merci beaucoup. Thanks, André.
Merci André. Nous allons maintenant parler de l'observation des océans et de la façon dont ça peut être un outil pour l'AEM. Et je vais demander maintenant à Nicolas Bassan, qui est donc un expert multidisciplinaire en aménagement de l'espace maritime. Il a aussi travaillé sur les politiques maritimes, l'économie bleue durable et l'observation et la gestion aussi des ressources naturelles. Il a travaillé sur le côté maritime et les eaux côtières avec des projets de consultation internationale et aussi du support technique. Il a aussi organisé des événements et des formations sur ces sujets. Je vais vous donner maintenant la parole et nous allons d'entendre votre présentation. Bien, bonjour à tous et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Je vais vous partager certaines de mes observations. Évidemment, vous en connaissez déjà la plupart. En 5 minutes, c'est assez difficile, mais je vais essayer de m'y plier. J'aimerais aussi vous saluer. Vous avez donc les salutations de Jean-Loup, mon directeur, et les collègues à Nairobi. Évidemment, nous avons des défi à surmonter, le changement climatique, et tout ceci a une conséquence et un impact sur la façon dont nous travaillons. L'observation à long terme de nos océans est très importante pour comprendre l'impact sur nos océans et nos côtes. Et ça nous permet d'avoir des preuves pour la prise de décision dans nos politiques, et c'est absolument crucial pour essayer de comprendre l'environnement océanique en utilisant des données, des produits et des services. Comme vous pouvez le voir ici, on voit d'anciennes cartes, tableaux sur le Gulf Stream. Donc on est passé de cette carte à celle que vous voyez maintenant à l'écran. Donc on a des outils, des connaissances qui nous permettent de nous informer en temps réel pour comprendre. Évidemment, il faut établir des priorités en termes d'observation océanographique. Il faut utiliser des variables qui sont complétées par le système d'observation océanographique mondial. Et donc on utilise aussi la chimie, la physique et d'autres données comme la couleur des océans, les déchets marins et le son de l'acoustique des océans. Et on peut voir tout ceci grâce à des capteurs. Au sein de l'UNEP et en partenariat avec des institutions, on est en train de développer ce système James Ocean, qui est un système de surveillance des océans. Il faut donc utiliser ces éléments et les hiérarchiser. Et ensuite, tout ceci est fragmenté et ensuite dispersé et redistribué à travers des partenariats transnationaux. Pour les petits États insulaires en développement, très souvent c'est difficile car ils n'ont pas la capacité de maintenir ce genre de travaux à long terme financièrement. Et il y a aussi un autre problème, c'est qu'on a déjà énormément de données. Très souvent, on parle de surcharge de données, donc il faut être capable de synthétiser et de rendre ces données accessibles et aussi les vulgariser.
Et tout ceci nous permet ensuite de nous adresser à nos publics, au gouvernement et aux acteurs principaux. C'est un processus de co-conception. Et nous travaillons avec différentes institutions, avec des experts. Nous invitons justement les experts et les institutions de partout dans le monde à nous rejoindre. Nous soutenons aussi différentes initiatives. Nous sommes reconnus comme un programme de la décennie de l'ONU. Il y a d'autres initiatives qui nous permettent d'avoir un outil numérique pour servir notre cause. Donc là, on peut voir la respiration, si l'on peut dire, de la glace arctique. Et donc tout ceci se fait avec des capteurs à distance, avec des outils 3D qui nous donnent donc de l'information biologique, et tout ceci peut être analysé par des experts du monde entier, et ça nous permet d'observer et de gérer, de contrôler les effets de l'activité humaine à niveau international. Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Thank you, Nicolo. That's beating there. Merci beaucoup. C'était une belle image quand on voyait la respiration de la glace antarctique. Next up is la prochaine personne est Tina Tillman qui va nous parler de la construction de scénarios pour l'aménagement de l'espace maritime et comment cela peut être utilisé pour informer l'AEM à travers des scénarios. Donc Tina est donc conseillère auprès du ministère de l'Environnement et donc qui s'occupe de la gestion des zones côtières, et elle fait aussi partie d'un groupe d'experts sur l'aménagement de l'espace maritime, et donc elle c'est aussi une géographe qui s'occupe des zones côtières, et avant de faire partie du ministère, elle travaillait au Conseil régional de Uslima de Helsinki pour la conservation de la nature et le développement des zones côtières avec de la planification territoriale. Thank you for inviting me. Bien, merci de m'avoir invité. Je suis très heureuse d'être ici avec vous, et donc je vais vous parler donc de cette méthode qui consiste à utiliser des scénarios. Et je vais vous parler un petit peu des scénarios. Bon, je vais essayer d'utiliser cette télécommande. Alors, pourquoi nous utilisons des scénarios? Okay. So, what actually scenarios are, and here is a short description. Donc voilà la description. Donc, ce sont des descriptions holistiques qui sur les possibles alternatives du futur pour les environnements opérationnels. A lot of knowledge. Et il y a beaucoup de connaissances, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Union européenne, avec tous les défis auxquels nous faisons face. You can test, with... Et donc on peut tester grâce à des scénarios, certaines politiques, nos propres politiques, et on peut les évaluer pour voir si ces politiques ont un impact positif ou négatif, et si elles peuvent être reconduites. Et ça peut aussi faciliter les discussions interdisciplinaires entre différents acteurs et nous permettre de résoudre des problématiques très compliquées au niveau côtier.
Voilà les scénarios que nous avons développés au départ. Ils sont très différents. Et aujourd'hui, ils nous permettent d'étayer nos discussions. Le premier scénario, qui s'appelle donc Dancing with Big Businesses, donc danser ou gérer, faire avec les grandes entreprises. Ensuite, nous avions se plier aux conditions de l'environnement. Et le numéro 3, c'est un océan de restrictions et de tensions. Et donc pour ce troisième scénario, eh bien en mer Baltique, il y a beaucoup d'activités qui sont restreintes en mer Baltique. Et donc nous avons commencé à nous entretenir avec les différents acteurs sur ces 3 scénarios. Et franchement, ce n'a pas été si facile que ça, parce que certains exagéraient ces scénarios et la plupart du temps, les gens ne souhaitaient pas discuter de ces scénarios lorsqu'on parlait de la mer Baltique. Ils voulaient simplement sélectionner un scénario, mais ce n'était pas possible car il fallait débattre sur les 3 scénarios. Et ce que l'on a pu observer, c'est que à l'arrivée de la Covid 2019, c'est que beaucoup de gens se sont retirés dans leur maison de vacances. Donc le scénario vert est devenu réalité. Et maintenant, nous obéissons plutôt au scénario 3. Mais nous n'avions aucune idée au départ. Et les acteurs principaux ont été un peu forcés à discuter. Et donc la question, c'était si ça se reproduit, qu'allez-vous faire dans votre domaine de spécialité? Et donc nous avons organisé beaucoup d'ateliers et les parties prenantes ont dû dessiner, cartographier ces 3 scénarios. Donc vous voyez ici le golfe de Finlande. Ça, c'est une photographie du scénario numéro 3 avec des restrictions en mer Baltique. Et vous voyez qu'il y a des cercles bleus, c'est donc l'énergie éolienne. Et ça existe uniquement à l'ouest du golfe de Finlande. Ensuite, il a fallu dessiner le même genre de carte pour le scénario 2 et aussi pour le scénario 3. Et après ces discussions, eh bien, il a fallu mettre en commun et prendre des décisions sur la meilleure façon de préparer chaque domaine, chaque secteur pour le futur et sur quoi il devait se concentrer. Donc, ces scénarios ont été une bonne base de discussion et on a pu voir que c'était intéressant de commencer ces discussions en utilisant ces scénarios pour que tout le monde puisse se mettre un petit peu à la place des autres et ne pas seulement se concentrer sur ses propres intérêts et trouver des solutions. Voilà, merci. Thank you very much, Tina. Merci, okay. Tina, c'était très intéressant. Donc nous avons maintenant un petit peu de temps pour des questions. Moi, j'ai quelques questions justement à poser à nos participants. Et avant de donner la parole aux personnes qui ont posé des questions sur Slido, et je vais donner la parole à qui voudra répondre. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'informations très fiables, basées sur la science, pour
donc l'AEM, mais aussi pour d'autres objectifs sur la science océanographique, avec la politique, les éléments durables. Et on a vu toutes ces problématiques dont vous avez parlé. Et donc la question, c'est comment établir des priorités justement sur ces défis en utilisant ces informations. Et je pense que c'est une question un petit peu piège. Peut-être que vous avez justement des choses à nous partager et à partager à notre public. Qui souhaite répondre à cette question? Merci tout d'abord. La priorisation, en tout cas de mon point de vue, et se fait au cas par cas en termes de savoir, de connaissances. Il y a parfois des différences sur la disponibilité des données. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite. Il n'y a pas de priorité commune pour le monde entier, mais évidemment l'engagement des parties prenantes en termes d'acquisition de données est très important. Les connaissances autochtones aussi sont très importantes. Le côté social aussi est essentiel. Donc je dirais qu'il n'y a pas de réponse unique. Je dirais par contre que les informations doivent être disponibles de façon ouverte, qu'on puisse les partager, en discuter. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite intervenir? Oui, ça fonctionne. C'est un peu une question à 3 millions de dollars. Comment établir des priorités? Mais je dirais que la question des priorités est une question avant tout sociale et dépend de chaque société. Je suis d'accord, Nicolas, ça dépend de chaque communauté et du processus d'aménagement de l'espace. Mais cette question doit être étayée par la science et sa bonne utilisation. Et il faut avoir une bonne connaissance sur pourquoi on a besoin de différents secteurs pour des raisons sociales et comment on peut distribuer les bénéfices, comment on peut arriver à trouver la bonne carburation. Et je pense qu'il faut arriver à travailler de façon conjointe et comment choisir. Et c'est une question sociale, savoir qui s'assoit à la table de négociation, que ce soit inclusif et qu'on partage différentes valeurs et que ce soit inclusif, c'est très important dans la mesure du possible. Merci, Kira. J'aimerais, avant de revenir à notre panel, revenir à Dan qui est en Nouvelle-Zélande et il est tard, donc avant qu'il aille dormir, peut-être qu'il a eu quelque chose à nous partager. Bien, merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Eh bien, il y a des points que j'avais mentionnés dans ma présentation, c'est que lorsque l'on change notre point de vue eh bien, nous devons nous concentrer sur le golfe et sur ce qu'il nous dit, sur l'eau en elle-même. Et c'est comme ça qu'on peut peut-être se pencher sur les priorités. La société parfois juge et la société parfois parle en nom des océans. Et c'est comme ça que l'on fait les choses ici en Nouvelle-Zélande. Bien, merci. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir sur cette question ? Non, je crois que c'était justement des interventions utiles. La question suivante, c'est sur la communauté des parties prenantes en termes d'aménagement de l'espace maritime. Très souvent, on remet en question l'accès aux données, s'il y en a besoin ou pas. C'est l'interprétation des données qui est importante. Donc, en tant que générateur et détenteur et expert en données, comment vous traduisez ça en produits utiles pour informer sur le processus? Est-ce qu'il y a une façon de réaliser cela? Okay. I think what you said, I think in your introduction, ce que vous avez dit en introduction, je crois que c'est très important pour les personnes qui visualisent les données et les outils
sont assez faciles à utiliser. Il n'y a pas besoin d'être un expert pour utiliser telle ou telle technique. Et partager les données à travers Copernic, en fournissant les produits, en récoltant les données de différents fournisseurs et les harmoniser et ensuite les fournir sur les portails de façon très accessible et quelque chose qui permet de rendre accessible des produits très complexes et de les rendre accessibles à quiconque. Merci André. Pascal? Est-ce que Pascal, vous souhaitez intervenir? Oui. Je voulais simplement ajouter que c'est dommage que l'aménagement de l'espace maritime est encore une raison, puisqu'on collecte des données depuis des années, mais avant on ne se concentrait pas sur l'aménagement de l'espace maritime. Mais les données sont là, mais le format n'est pas forcément exploitable pour les AEM. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de travail pour essayer de transformer ces données dans des choses qui soient plus exploitables, dans des formats plus exploitables. Et dans le futur, je pense que les pays devraient encourager les collecteurs de données et les générateurs de données à se concentrer plus sur l'AEM lorsqu'ils récoltent leurs données. Oui, je pense que c'est assez pertinent, dit la modératrice. De mon point de vue, pour l'espace et la gestion de l'espace marin, c'est très important. Et évidemment, il y a des choses qui sont déjà présentes et utiliser les données les plus exploitables est quelque chose de très important. Donc la qualité des données est vraiment quelque chose de crucial. Et essayer de mettre en place des standards et une gouvernance serait très intéressant. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre souhaite intervenir à ce sujet. Personne? Kara? Oui, juste pour faire le point, l'interprétation des données est aussi une tâche très très importante et ce n'est pas quelque chose de neutre, ce n'est pas quelque chose qui émerge automatiquement, cette information qui est acceptée par tous. Donc l'interprétation est aussi un processus social et il faut créer des plateformes, créer des formes pour mieux donc partager ces données, pour que le résultat donc donné soit des données que tout le monde puisse comprendre. Dan, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, je voulais vous remercier deux choses rapidement que nous avons découvert ici, et c'est l'importance du savoir fiable, n'est-ce pas, cette information de manière alignée. Ce que nous essayons de faire ici, c'est nous assurer que les données et que le savoir qui nous est présenté à différentes communautés et aussi les personnes que les communautés indigènes auxquelles les communautés indigènes font confiance. Merci Dan. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce point? Non? D'accord. Pour résumer ce panel de discussion, le logo derrière nous pour MSP, c'est un réseau, voyez, donc les différentes parts du gâteau. J'essaye de les intégrer, de les développer pour avoir une cohérence, en particulier pour le set MSP, donc c'est le symbole que cela représente de coopération, donc de maillons. Il y a beaucoup de travail dans chacun de ces maillons de cette chaîne. Je vais passer à Manon. Merci. Oui. Merci. Est-ce que nous pouvons passer maintenant au slide de questions pour voir s'il y a des questions auxquelles vous puissiez répondre en tant qu'expert? All right. So we have Très bien.
Nous avons 3 questions de caractère général et l'une pour Tina. 1-2 minutes. Qu'est-ce que la justice sociale en MSP pour vous? Qui aimerait parler de la justice sociale? Je pense que je vois qu'il a qui acquiesce peut-être à vous d'intervenir. Oui, évidemment. C'est une question difficile à répondre, évidemment. Je pense qu'il y a différentes manières d'aborder la question de la justice et ça vaut la peine de penser à diviser la justice en différentes dimensions. On pourrait le relier aux différents temps, différentes étapes du processus d'aménagement des espaces maritimes. Une manière d'y penser, c'est de réfléchir à l'élément de distribution des MSP parce qu'il s'agit d'attribuer des biens aussi, mais aussi il y a des inconvénients. La question de la représentation qui est impliquée au processus, qui est entendu, une question de reconnaissance. Donc, ce n'est pas tellement ou uniquement qui est impliqué, mais qui est entendu dans ce processus, qui est reconnu. Par exemple, avec le mandat pour la législation, comment traitons-nous nos différents groupes d'acteurs? Il y a quelques éléments qui peuvent nous aider à être plus spécifiques par rapport à la question de la justice, mais c'est une question très, très vaste. Il n'y a pas une seule réponse peut-être facile à cela. Merci beaucoup. J'apprécie cette réponse parce que c'est très important. C'est une question de justice sociale, de même que l'inclusion. Et aussi une question d'inclure les points de vue des parties prenantes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut revenir là-dessus sur la justice sociale en MSP? Comment? Oui, je réponds à la première question. Est-ce que ces slides vont être disponibles? Est-ce que la conférence est enregistrée? Je ne suis pas sûr. Oui, les enregistrements vont être disponibles en ligne. Aussi, comment pouvons-nous faire que ces connaissances des océans soient plus importantes, plus appropriées à l'échelle sociale? Qui souhaite y répondre? Nicolas, s'il vous plaît. I can take this. Oui. Very simple reply. Je dirais de manière simple que c'est une question de communication. Essayer de transférer le savoir scientifique aux décideurs de manière appropriée, mis à part l'implication des parties représentées, des parties prenantes, essayer de faire monter à bord le côté social, c'est transférer les connaissances scientifiques aux politiciens. C'est une partie assez compliquée, c'est vrai. Il y a aussi les activités de lobbying, n'est-ce pas? Le comité scientifique devrait sortir de sa zone de confort et se plonger dans le mode politique un peu et pousser son savoir pour essayer de faire levier sur les décideurs, n'est-ce pas? C'est l'appui donc des politiques. Oui, merci, très important, très intéressant. Aussi, traversons les océans. Et Dan, je vous demande comment pouvons-nous faire en sorte que ce savoir local, traditionnel et ça, etc., comment le rendre important pour les décideurs et les politiciens, les élus? Parce que c'est important, aussi important que les mesures et que l'évidence scientifique. Comment pouvons-nous agir? Eh bien, ce que nous avons ici en Nouvelle-Zélande, eh bien, nous voulions démontrer le caractère approprié et précis et fiable du savoir des connaissances indigènes. Et donc, il fallait
renforcer ce savoir, le légitimer d'une certaine manière, de sorte à qu'il soit appréhendé par les décideurs. Souvent, ce savoir, c'est vrai que nous sommes habitués à mettre en avant le savoir à partir de données empiriques, et c'est vrai que bon, il faut parfois élargir le point de mire aussi. Ceci est relié à ce que nous avions hier, les parties prenantes et leurs consultations par rapport aux différents scénarios. Je voudrais le relier à la question précédente parce que impliquer les parties prenantes dans ces scénarios, est-ce que cela n'est pas une manière de transférer les connaissances aux décideurs, n'est-ce pas? Oui, ok. Eh bien, merci pour cette question. Lorsque nous sommes invités aux ateliers à l'échelle locale ou auprès des ministères, tous ceux qui voulaient participer à ces ateliers eh bien, pouvaient le faire. Et au début, nous avons eu 8 ateliers et finalement, le nombre de participants a augmenté régulièrement. Et par rapport à votre question sur les données, nous avons beaucoup de données des parties prenantes locales, n'est-ce pas, des divers acteurs locaux. Si j'en reviens à la question concernant s'il y a des secteurs plus importants que d'autres, eh bien, c'est aussi important que tous les participants ont été traités sur pied d'égalité. Il n'y avait pas de secteur plus important ou des parties prenantes plus importantes que d'autres. C'est très important d'avoir un travail productif en ce sens. Et pour en revenir au savoir, eh bien, les parties prenantes représentent divers secteurs. Il y a beaucoup de connaissances présentes aux ateliers tout le temps, n'est-ce pas, de sources diverses. Merci beaucoup, Tina. Karima Khalil a travaillé dur à travers ce processus. Elle a pris note de tout. Donc, on va lui demander de faire son rapport pour pouvoir faire le bilan des questions. Ces questions seront disponibles même maintenant. Nous allons inviter Karima au podium pour nous donner son rapport en 5 minutes sur le travail qu'elle a accompli pendant ce processus. Karima, merci d'applaudir Karima. Bonjour. Eh bien, je suis heureuse de rapporter cette session dont le sujet est les connaissances pour la planification, pour l'aménagement formel dans le contexte de développement des Nations Unies et son programme, développer le savoir traditionnel nécessaire pour renforcer les MSP, y compris le développement de nouveaux outils et de procédures. Il est important de rappeler que nous ne pouvons aménager et planifier l'activité humaine non seulement dans les zones marines, c'est-à-dire que MSP est de la responsabilité internationale, mais nous serons effectifs si nous nous penchons sur cet écosystème intégré dans de nombreux secteurs et les organisations, en nous adaptant également pour avoir la capacité d'apprendre à partir des expériences. D'autres caractéristiques d'un MSP effectif, c'est de s'anticiper pour se concentrer sur le long terme et aussi la participation pour considérer d'autres membres du processus tels que les parties prenantes.
MSP avant et après la mise en place de plans, eh bien, est extrêmement utile, non seulement pour aider au processus d'engagement des parties prenantes pour la planification, mais aussi pour permettre des comparaisons sociales et par conséquent le monitorage d'impacts sociaux. Aussi, MSP permettent une meilleure compréhension des différentes perceptions des différents acteurs de plusieurs niveaux, de bas en haut, à l'heure d'intégrer les opinions sélectives qui ont été faciles d'obtenir. Il y a la volonté d'améliorer le cadre social, de même que la durabilité sociale, la justice sociale dans les différents MSP. L'évaluation a pour résultat des conditions qui permettent de stimuler la discussion autour de ce qui fonctionne, encourager de nouvelles stratégies d'adaptation et fournir une base pour que les plans d'aménagement répondent à leur potentiel et permettent d'améliorer la gouvernance de sorte que cela apporte des avantages aux personnes et aux collectivités. Dans ce panel de recommandations, pour résumer, il y a un message clé dans mon rapport. Le premier est que pour renforcer les MSP, les connaissances naturelles et scientifiques sont importantes. Il faut investir davantage en recherche et en éducation. C'est la place appropriée où nous pouvons produire les connaissances scientifiques. Le deuxième message clé, c'est l'observation des océans, y compris la physique, la chimie, la biologie à travers les écosystèmes. C'est crucial, cette approche multisectorielle pour comprendre cet environnement complexe en fournissant des données, des produits et des services. Par conséquent, nous avons besoin de développer les données, aussi d'harmoniser les MSP et la réplicabilité des analyses évaluées, ces évaluations, ces monitorages des MSP. Et aussi finalement dire qu'il y a un grand besoin d'incorporer les sciences sociales et les sciences humaines et le savoir dans les MSP, y compris le savoir indigène tel que la culture, les valeurs. Nous devons utiliser des scénarios en MSP pour décrire le futur alternatif et les environnements opérationnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce rapport, cette présentation technique et ces riches présentations que nous avons eues. Je tiens à remercier chacune d'entre vous, en particulier Dan, qui a tenu bon de l'autre bout à l'autre bout de la planète. C'est la nuit en Australie. Merci beaucoup. Nous vous remercions. Merci d'applaudir nos conférenciers. Merci pour faciliter pour l'animation de cette session. La prochaine session sera la 4e sous le titre de développement de capacité et prise de conscience qui va commencer à 2 heures. J'aimerais inviter également les conférenciers à me rejoindre un petit peu avant 14 heures. Maintenant, nous avons la pause déjeuner. Vous pouvez vous reposer ou aller manger un bout dans les restaurants voisins. On reprend notre travail à 14 heures. Merci beaucoup.